Bonjour à tous, bienvenue pour ce 8e épisode du Prep Podcast, le podcast destiné aux préparationnaires ECG, ECT. Donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir Anna, étudiante à l'ESCP et en double diplôme à la Sorbonne en mathématiques. Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 22 ans. J'ai fait mon lycée dans le 92 à Montrouge, dans le lycée Jeanne d'Arc. Et donc j'ai fait un bac S. Et après, j'ai intégré Saint-Michel de Picpus en classe préparatoire ECG, ex-ECS, donc à majeure mathématiques approfondies et géopolitique. Ok, super. Donc je vais laisser Louis également se présenter. Bonjour à tous, je suis Louis Chauveau. J'ai effectué ma classe préparatoire à Marseille, ECT, au lycée Jean Perrin, suite à laquelle j'ai réussi à intégrer l'ESCP cette année. Super. Donc pour cette première partie, on va surtout parler donc de ton parcours en prépa et de tes routines. Donc est-ce que tu peux un petit peu dire quelles étaient tes routines pendant la prépa? Comment se présentait une semaine type? Tout à fait. Alors, une semaine type, donc voilà, j'avais mes cours de 8h jusqu'à 17h, 17h30, 18h parfois. Et je m'étais fixé comme objectif de rester après les cours à la prépa jusqu'à en général 20h, 19h, 20h, où je travaillais vraiment les cours de la journée. Je refaisais les exercices, notamment en mathématiques, je relisais bien mes cours, voilà. Et le soir, quand je rentrais, je relisais encore ce que j'avais fait. Mais j'essayais de faire un vrai break, quoi. Je travaille à la prépa, mais quand je rentre, je me détends, je fais autre chose et je me couche tôt. Ok, super. Ça va intéresser plus d'un préparationnaire, je pense. Anna, est-ce que tu peux me parler un petit peu des problèmes et des obstacles que tu as rencontrés pendant tes 3 ans de prépa? Oui, tout à fait. Donc, j'ai cubé, en fait, à Saint-Michel de Picpus. Je suis restée dans ma prépa en cube. Et les principaux obstacles que j'ai rencontrés, surtout au début, c'est l'adaptation entre le lycée, le rythme un petit peu plus honnêtement détente que la prépa, qui était vraiment beaucoup plus compliqué. Voilà, ma principale difficulté, ça a été l'adaptation, notamment dans le travail, se forcer à refaire les exercices qu'on ne savait pas tout à fait bien faire, se forcer à apprendre par exemple du vocabulaire, même si c'est embêtant, etc. Mais en fait, on s'y fait rapidement et il faut juste s'y tenir dans la régularité. Ok. Est-ce que peut-être tu avais des petites routines pour te forcer à justement te mettre au travail comme ça? Parce que je sais que c'est le cas pour beaucoup d'étudiants, d'avoir un peu du mal à vraiment se mettre au travail. On procrastine beaucoup en prépa. Est-ce que toi, tu as des petits conseils à donner pour vraiment se mettre au travail concrètement? Oui, tout à fait. Déjà, je faisais des listes de ce que je devais faire, donc vraiment des checklists, voilà. Et je me promettais que si je ne complétais pas cette checklist, je n'avais pas accès, par exemple, je sais pas, à ma série préférée que je voulais regarder en fin de semaine ou le week-end. Okay. Et ça, au début, je m'y tenais pas trop. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis forcée à m'y tenir et ça m'a du coup forcée à travailler. Enfin, typiquement, voilà, je me promettais un restaurant à la fin de la semaine ou à la fin du mois si j'avais complété toute ma checklist de la semaine. Voilà, tous les travaux que je devais faire, les révisions personnelles complémentaires. Non, c'est bien, en fait, tu te mettais un petit peu une carotte en fin de semaine. Ouais, exactement. C'est pour te récompenser. Ouais. Ok, je vois. Et est-ce que pendant tes 3 ans de prépa, tu as eu des périodes un petit peu de doute ou durant lesquelles c'était vraiment compliqué? Globalement, j'ai plutôt bien vécu ma prépa. Les moments de doute, ça a été pas vraiment de doute, mais plus de difficultés en hiver. C'est assez commun. Ouais. Mais c'est l'hiver, notamment de la 2e année de prépa, ça commence à être un peu long. On n'a pas forcément confiance en soi à 100%. Mais en fait, il faut toujours garder en tête que en fait, faut rien lâcher, quoi. Faut continuer à bosser, faut continuer à se mettre la carotte à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Okay. Et au bout d'un moment, ça finit par passer, quoi. Enfin, vraiment, faut y croire. Ok. Et donc, plus précisément, comment tu faisais pour te redonner de la motivation durant ces périodes de doute ou de difficulté? Alors, les moments où réellement j'en pouvais vraiment plus du travail, je me forçais pas et j'arrêtais. Okay. En fait, je me suis vraiment forcée à ne pas, par exemple, pousser au point de travailler à des heures pas possibles. Je sais que c'est un point qui est très commun au sein des étudiants. Enfin, beaucoup se forcent, par exemple, à terminer absolument un devoir, quitte à dormir à 3h du matin. Je pense que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'une nuit ratée dans la semaine en classe préparatoire, ça peut vraiment impacter tout le reste de la semaine parce qu'on manque de sommeil, on devient moins productif. Et donc, les moments où vraiment je sentais que j'en pouvais plus, je lâchais un peu la pression. Je quittais mon travail pendant une demi-heure. Si je me sentais de reprendre, je le faisais. Et voilà. Okay. Après, je dis pas du tout qu'il faut lâcher tout. Enfin, bien sûr que non, mais faut savoir prendre du temps pour soi et se reposer. Ok, super. Le manque de sommeil, moi je connais bien ça parce que le sommeil c'était très important pour moi en prépa.
Mais justement, toi, si tu arrivais à te permettre de lâcher un petit peu pour faire un retour sur toi-même pour justement réattaquer de manière plus efficace après, c'est que tu avais peut-être une méthode de travail qui faisait que quand tu travaillais vraiment de manière productive, qui te permettait donc de t'accorder plus de temps pour toi. Est-ce que tu peux parler un peu de ça ou alors tu n'en avais peut-être pas forcément, je sais pas. Si, alors, c'était beaucoup plus en cube que j'avais cette méthode plus régulière et qui a beaucoup plus marché, mais ça, peut-être on y reviendra un peu plus tard. Ouais. Mais en carré, disons que je me forçais à faire le travail en amont. Je sais que c'est pas forcément facile, mais je me fixais vraiment 1 heure de sommeil. Enfin, c'était obligatoire, quoi. J'avais vraiment pas le choix. C'est-à-dire que je me forçais dans la journée à tout fermer à 22h. 22h30 maximum, mais globalement, c'est 22h. Okay. Quitte à, par exemple, travailler le midi, au lieu de manger pour prendre ma pause de 1h30, je mangeais en 1/2 et après, je faisais mon travail dans cette pause du midi, parce que je savais que le soir, par exemple, j'allais avoir trop de choses à faire. Tant pis, même pendant les récrés, ça peut arriver d'apprendre du vocabulaire pour me soulager le travail le soir, quoi. Okay, ouais. Et pour rebondir donc ce que tu dis sur surtout l'hygiène de vie, toi, comment tu gérais tes week-ends et est-ce que tu privilégiais, je sais pas, du sport, une bonne alimentation pour rester en forme et tenir le coup? Une bonne alimentation, oui, vraiment. Okay. Alimentation, pardon. Pas forcément, j'en ai pas fait assez du sport. Et d'ailleurs, un conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de ne pas abandonner les activités qu'on faisait a priori de la prépa. Parce que c'est vrai que très souvent, on se dit qu'on va abandonner, par exemple, je sais pas, le tennis ou le dessin ou le chant. Et je pense pas que ce soit forcément la bonne solution parce que la prépa, c'est pas de complètement quitter sa vie d'avant. C'est aussi savoir s'octroyer ces moments-là. Donc oui, je pense que le week-end, ça peut être un bon moment pour arbitrer à la fois entre le travail et ses propres activités. Je proposerais, par exemple, déjà de conserver un réveil samedi et dimanche, okay. Même dimanche. Pas forcément à 7h du matin, mais voilà, 8h30, de faire le travail le matin. Et après, par contre, à partir de 16h, 17h l'après-midi, on peut laisser tomber et faire ses activités. Ok. Et toi, justement, comment tu préparais tes DS ou ta semaine le week-end? Est-ce que tu peux un peu plus parler de ça? Oui, alors donc, moi, j'avais mes DST le lundi. Ça dépend des prépas, mais moi, c'était le lundi. Et donc, j'essayais de travailler un petit peu tous les jours, même si parfois, j'y arrivais pas forcément. Je lisais beaucoup le cours la semaine, notamment en maths, par exemple. Et le week-end, en maths, par exemple, je faisais des annales, des exercices, les exercices qu'on faisait en semaine. En philo, je faisais des paragraphes de dissertation. Voilà, pas forcément la dissertation en entière, mais des paragraphes. Globalement des annales le week-end et plus du cours en semaine. Ok, très bien. Et donc, que ce soit pendant la prépa ou à l'approche des concours, toi, comment tu faisais pour gérer ton stress ou les moments d'angoisse un petit peu? Pour gérer le stress, les moments où j'étais vraiment, vraiment stressée, j'allais courir ou faire du sport. Et je pense que c'est vraiment fondamental et c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidée. Il y a beaucoup d'études qui montrent que le sport, ça permet d'évacuer l'angoisse, la pression. Et ça s'est vraiment avéré pour moi. Enfin, il y avait des moments où j'étais tellement stressée que j'avais beaucoup de tics. Et en fait, après une séance de sport, ça part, je me détends vraiment. Ok, super. Et donc pendant les concours, si tu peux faire un focus sur ça? Oui, alors pendant les concours, il y a un peu deux teams. La team des gens qui révisent tout le temps. J'en faisais pas partie et je pense pas que ce soit forcément... Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je pense pas que ce soit forcément utile parce qu'on ressasse énormément. On se focus, du coup, c'est ce qui est normal, sur les choses qu'on connaît pas et sur lesquelles on n'est pas à l'aise, alors que le fait de décrocher un peu des cours, sans pour autant décrocher psychologiquement de la période, mais de décrocher un peu des cours, je pense que ça peut vraiment faire du bien. Et moi, je parlais beaucoup à mes amis, on restait ensemble, on mangeait ensemble et ça aidait beaucoup. Ok, super. Donc si je résume, sport, ouais. Ok, oui. Sport et soutien. Ok, super. Donc là, je vais te poser une question qui va intéresser beaucoup d'élèves, notamment en prépa. C'est comment tu faisais pour gérer donc, tes cols que tu ratais, les DS ratés, les concours blancs ratés, donc les échecs, globalement. Alors, ça a été un peu progressif. En première année, je le prenais pas forcément très bien. Et en fait, quand je suis arrivée en carré, j'ai compris que ça ne servait à rien de pleurer ou de s'énerver contre une colle ratée ou un DST raté. En fait, il faut juste tout simplement se forcer à reprendre les erreurs et ce pourquoi on a raté. Et c'est vraiment ce que j'ai compris en cube. Donc voilà, vraiment faites-le dès la carré à chaque fois que vous avez une colle ratée,
ou un DST raté, reprendre vos erreurs. Il faut vraiment se forcer. On s'en fiche de refaire les exercices qu'on sait déjà faire parce que on sait déjà le faire. Il faut vraiment se forcer à reprendre les questions sur lesquelles on a buté, on a eu du mal et où on n'a pas eu les points. Et il ne faut pas le prendre personnellement. C'est pas parce qu'on a une succession d'échecs qui veut dire qu'on va forcément rater le jour J. Justement, plus on a des échecs, plus on voit les erreurs qu'on fait et ça nous empêche justement d'aller produire le jour J. Ok, je pense que c'est bien résumé. Ouais, et même pour rebondir un petit peu, moi je pense que, comme ce que tu disais, prendre du temps pour soi, je pense qu'on peut coupler ça à l'idée d'opérer des arbitrages. Par exemple, c'est pas grave de pas réussir un contrôle de vocabulaire en LV2 si on a préféré finir un DM de maths. Je pense que surtout pour quelqu'un qui a QB ou pour quelqu'un en deuxième année de prépa qui s'approche des concours, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait et pas se focaliser sur le fait de tout faire obligatoirement, quitte à moins dormir et du coup à se stresser parce qu'on rate sa semaine. Il faut vraiment réfléchir aux tâches les plus importantes pour le concours qui approche. Ah oui, tout à fait, vraiment. Surtout quand on est en cube, mais même en fait en carré, il faut vraiment savoir... les professeurs sont là pour donner des conseils, mais il faut aussi se connaître avant tout et savoir en fait axer sur les faiblesses. Si par exemple on connaît déjà suffisamment de vocabulaire, il n'y a pas non plus besoin, même s'il y a une interro toutes les semaines sur du vocabulaire, de se focus dessus au détriment, exactement comme tu disais, de plutôt des révisions en mathématiques où là on est moins à l'aise mais où il n'y a pas de DST. Même s'il n'y a pas de DST, c'est pas grave, on se concentre sur les maths si on a des difficultés en maths plutôt que l'interro de vocabulaire. Ok. Moi j'aimerais revenir sur quelque chose dans ton profil qui nous intéresse beaucoup. C'est le fait que tu sois en double diplôme de maths, donc à l'ESCP, avec la Sorbonne, c'est ça? Oui. Ok, et que tu m'as dit aussi que ton point fort en prépa, c'était les mathématiques. Oui. Donc est-ce que tu aurais des conseils un peu précis, que ce soit pour l'école ou pour les DST ou pour le concours, pour arriver plus serein devant la copie? La proactivité en cours. Vraiment, j'étais proactive, ce qui me permettait de travailler beaucoup moins que, je pense, la moyenne des gens, même si je travaillais plutôt bien. Je dis pas que je travaillais pas du tout, mais honnêtement, 70%, un bon 70% du travail que je faisais était en cours. J'écoutais vraiment toutes les corrections, toutes les remarques du prof. J'ai noté sur mes cahiers avec un petit triangle en rouge ou jaune, peu importe. Et je participais, je me forçais à tous les cours participer. Faut vraiment pas avoir peur de participer, quitte à dire des bêtises, c'est pas grave. Mais ouais, c'est vraiment la proactivité. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, parce que c'est vrai que ça dégrossit le travail de vraiment écouter et d'être actif en cours. Franchement, si vous ne le faites pas, vous vous rendez pas compte à quel point ça dégrossit votre travail de révision. Parce qu'en fait, vous avez fait la plus grosse partie du travail en plein cours, en fait. Et chez vous, quand vous devez réviser un DS, votre cours, il est déjà ancré quasiment à, je dirais, peut-être 70% dans votre tête. Et vous faites juste du peaufinage quand vous révisez avant un DS et que vous avez été proactif en cours. Exactement. Et même, ça peut arriver parfois d'arriver à un DST, de voir une question qu'on a omis de réviser, mais dont on se souvient en cours. Et faut pas se tromper. Il y aura toujours des élèves qui, vous allez voir, sont sur leur ordinateur à faire autre chose en cours. Et ils réussissent quand même, mais c'est franchement pas la majorité. C'est vraiment des exceptions. Donc, ok. Donc là, tu as surtout parlé donc, du cours et de la participation orale, mais dans tes révisions, donc, par exemple à un mois du concours, ou que ce soit pendant l'année, comment tu faisais concrètement quand tu étais chez toi ou à la bibliothèque ou à ta prépa, pour bien réviser les maths et les ancrer? Les rapports de jury. Okay. Je lisais beaucoup de rapports de jury et je reprenais vraiment toutes les critiques. Enfin, vraiment, je regardais presque phrase par phrase les attentes du jury. Et ça, c'est pas que pour les maths d'ailleurs, c'est pour toutes les matières. Ouais. Mais vraiment, les rapports de jury, de voir ce qui allait pas. Et typiquement, à une année, si les rapports de jury soulèvent une erreur, si vous justement, ne faites pas cette erreur et même faites quelque chose qui est soulevé positivement par le jury, vous allez avoir d'autant plus de points que d'habitude, en fait, enfin que les autres. Ouais, bah ça, nous, on le dit souvent chez Virage Prépa à tous nos élèves. Les rapports de jury, c'est quelque chose qui est un petit peu bâclé, souvent par les étudiants en prépa, oui. Alors que c'est une vraie mine d'or. Il y a toutes les erreurs récurrentes, donc des étudiants des années précédentes, sur lesquelles on peut capitaliser pour éviter de les faire. Et en plus, souvent, c'est des erreurs qui choquent les correcteurs et qui donnent un mauvais a priori de la copie le jour J. Peut-être tu as parlé des rapports de jury, mais est-ce que après ta cube ou même quand tu étais en carré, tu lisais un peu des bonnes copies? Ou c'est quoi ton avis par rapport aux bonnes copies? Je lisais des bonnes copies, mais vraiment des copies excellentes. Parce que un 16, par exemple, notamment en philo, ça peut être
voilà, ça peut être un 14, 13 qui a été harmonisé à un 16, quoi. Donc je lisais vraiment des excellentes copies où je savais que là, c'était vraiment, vraiment mérité. Et toutes les notes sont méritées, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je pense qu'il faut surtout se concentrer sur les rapports de jury. Ok. Et donc comment tu avais accès à toutes ces excellentes copies? Est-ce que c'était sur des sites internet? Est-ce que c'était grâce à un système de mentorat dans ta prépa ou autre chose? Les deux. D'abord sur internet, j'avais accès donc à des sites comme Major Prépa, Mister Prépa, qui mettent beaucoup de rapports de jury et de bonnes copies. Mais également dans ma prépa, donc Saint-Michel de Picpus, on avait un système un peu de mentor où quand on est en première année, on se voit attribuer un élève de deuxième année qui nous aide, qui nous donne des conseils, qu'on peut solliciter à tout moment. Et de même que quand on est en deuxième année, on reste en fait en contact avec des gens qui ont intégré. Et donc voilà, on peut à tout moment leur demander de l'aide. Et ça m'a énormément aidée, surtout en cube, parce que j'avais notamment tous mes amis qui avaient déjà intégré, qui eux donc ont réussi leur concours et donc sont vraiment le plus à même de donner les meilleurs conseils. Donc ouais, ça c'est vraiment une mine d'or pour tous les étudiants, d'avoir quelqu'un qui vient de passer les concours, donc qui les connaît parfaitement, qui comprend les attentes, et en plus de ça qui peut nous apporter donc du contenu ou des conseils un peu plus précis sur des chapitres ou des matières sur lesquelles on a un peu de difficulté. Pour terminer sur les conseils que tu as apportés à un étudiant en prépa, est-ce que tu penses que ficher c'est une bonne idée? Et si oui, est-ce qu'il y a une manière unique ou vraiment extraordinaire de ficher un cours? Je pense que c'est utile de ficher. Après, il ne faut pas passer non plus sa vie dessus parce que j'ai vu plein d'étudiants qui ont échoué parce qu'ils passent leur vie à ficher et pas apprendre après. Et ça peut être un peu l'écueil dans lequel on tombe souvent, c'est de faire des jolies fiches, passer beaucoup de temps à le faire, puis finalement jamais revenir dessus. Et donc ce que je faisais, c'est que je fichais beaucoup sur Anki. Voilà, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Anki, est-ce que tu peux présenter un petit peu? Je sais qu'on l'a présenté dans les précédents podcasts, mais pour les nouveaux... Oui, bien sûr. Donc c'est une application qui se fonde sur un système de flashcards où on écrit au recto une définition, une date, et au verso, on écrit la réponse correspondante. Et cette application en fait se fonde sur la mémoire à long terme. Voilà. Il y a eu beaucoup de spécialistes qui se sont penchés sur la question et c'est vrai que cette application marche vraiment, vraiment. Pour moi, elle a marché. Je l'ai utilisée dans quasiment toutes les matières sauf en mathématiques, mais ça s'utilise en mathématiques par exemple en écrivant une formule et en la demandant derrière. Et ça m'a énormément aidée, voilà, parce que je passais pas tant de temps que ça à écrire. Mais par contre, ça me permettait vraiment de me souvenir et d'ancrer dans ma mémoire des arguments, par exemple en géopolitique ou en philosophie ou du vocabulaire, dont je me souviens encore aujourd'hui alors que je ne l'ai pas touché depuis plusieurs mois. Ouais, je sais que moi aussi j'utilisais beaucoup cet outil-là, et vraiment dans toutes les matières, même en Python. Donc je remercie le créateur d'Anki, si jamais il nous regarde. Pour revenir un petit peu sur ton parcours, est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance qu'il y avait donc à Saint-Michel de Picpus, l'ambiance entre les élèves, la qualité des professeurs, le classement, etc. Alors, Saint-Michel de Picpus, c'est une prépa parisienne dans le 12e arrondissement qui est classée, je dirais, à peu près 20e des prépas, du classement des prépas en France. C'est plutôt une bonne prépa. Et l'ambiance était plutôt bonne. Alors forcément, ça dépend des promotions. Mais les professeurs étaient assez présents et on pouvait les solliciter à tout moment. Voilà. L'ambiance de la classe, je tiens à préciser qu'elle peut très rapidement se dégrader, notamment quand on commence, 2-3 élèves commencent à vouloir comparer les notes, etc. Les autres suivent parce que c'est un peu normal. Et pour moi, il ne faut surtout pas faire ça. Enfin, vraiment, le conseil que je donnerais, c'est de soit pas communiquer ses notes du tout, soit vraiment se détacher en fait du résultat, parce que il y a tellement d'exemples d'élèves qui étaient pas bien classés entre guillemets dans une classe et qui en fait ont autant réussi, voire mieux que les meilleurs. Ouais, c'est ça. Ça joue énormément sur le moral personnel et de la classe, donc c'est vraiment pas une bonne chose. Moi je suis d'accord avec toi, mais en fait j'aimerais apporter quelque chose, c'est que je pense que c'est un petit peu à double tranchant de se comparer. Parce qu'il y a la bonne et la mauvaise compétition. Oui. C'est vrai qu'on peut très vite tomber dans la mauvaise compétition qui est un peu malsaine et qui tire tout le monde vers le bas. Mais je pense qu'une bonne compétition, avec un ami par exemple, où on s'entraide là où il est fort et inversement, je pense que ça vraiment, ça peut être encore plus bénéfique que personne ne communique ses notes. Donc je pense qu'il faut trouver un entre-deux et bien choisir les personnes avec qui on travaille et on communique nos notes, je pense. Ah oui, tout à fait. Oui, je suis d'accord. Non, ouais, vraiment, le point où je disais qu'il ne fallait pas communiquer ses notes, c'est vraiment
quand vous sentez que la personne qui vous demande votre note n'est pas votre ami ou votre pote proche et que c'est juste pour savoir votre classement, quoi. Là, vous sentez que ça peut très vite partir un peu en tension. C'est pas la peine, voulu du voulu, voilà. Et justement, est-ce que toi, tu avais un groupe de travail avec lequel tu travaillais ou est-ce que tu étais plutôt de l'équipe qui préfère travailler seule? Non, j'avais un groupe de travail et je pense que c'est indispensable. Ouais, je suis plutôt d'accord. Honnêtement, je connais pas d'exemple de personne qui est restée seule pendant les 2 ou 3 ans de prépa et qui a réussi, vraiment. Ouais. Enfin, c'est trop important de travailler ensemble. On a toujours à apprendre des autres. Et puis même, parfois, on a l'impression de faire les choses bien. Et en fait, notre ami va nous dire que non, il y a ça à corriger. Ouais, ça crée un vrai effet de synergie de travailler avec les bonnes personnes. Ok, donc au-delà de ce groupe de travail avec lequel tu as beaucoup travaillé, est-ce que tu te faisais accompagner, donc, que ce soit par des cours particuliers ou par une personne extérieure à la prépa? Alors, je n'avais pas personnellement de cours particuliers, mais j'ai beaucoup sollicité des gens extérieurs et notamment des personnes qui ont intégré les écoles de commerce et qui en fait étaient très à même de s'ouvrir à moi et de me donner leurs conseils. Alors donc j'ai pas eu de cours particuliers, par contre je connais des gens qui ont eu des cours particuliers et notamment je pense à une fille qui était dans mes prépas et qui a cru arrêter en première année la prépa parce que c'était trop difficile. Je lui ai conseillé de prendre un cours particulier. Elle l'a pris et ça l'a sauvée en fait. Elle avait vraiment elle caracolait à 1 ou 2 en maths. Et en fait, grâce à son prof, elle a monté progressivement en 7, 8, 9. Puis elle a repris un rythme suffisamment qui lui a permis en fait de se convaincre de rester. Et aujourd'hui, elle ne regrette pas du tout. Elle est passée en carré alors que c'était pas du tout promis qu'elle passe en carré, quoi. Okay. Donc au-delà du côté concret que des cours particuliers ou un système de mentorat apporte au niveau des notes, c'est aussi un côté soutien mental, psychologique et d'accompagnement. Oui, énormément. Ça permet vraiment de reprendre confiance en soi, en fait. Okay. Oui. Aussi, je pense qu'il faut dissocier les conseils de nos profs et les conseils d'étudiants qui ont passé le concours. Parce que, mine de rien, les profs nous préparent très bien, ils ont toutes les bases théoriques. Mais je pense que c'est bien de combiner les deux points de vue, le point de vue d'un prof et le point de vue d'un étudiant qui a passé le concours. Parce que l'étudiant a peut-être mis en place des stratégies dont il n'a pas fait part à ses professeurs et qui ont fonctionné au concours. C'est d'ailleurs ton cas pour diverses matières. Donc je pense que la meilleure stratégie, c'est de mélanger les deux conseils en fait, des deux parties pour justement arriver à une excellence qui fait performer dans les matières au concours. Ah oui, totalement d'accord. De toute façon, les personnes qui sont les plus à même pour moi de donner des conseils, c'est les personnes qui viennent fraîchement de passer les concours, qui les ont réussis. Certains professeurs n'ont même pas passé le concours, quoi. Donc ils sont qualifiés tout à fait pour enseigner. Mais franchement, les conseils... faut vraiment les prendre, il faut aller les chercher surtout de la part des élèves qui ont passé les concours. Ouais, surtout que les étudiants ont tout intérêt à vous faire réussir. Oui. Enfin, ça les empêche en rien de profiter de leur vie ou de profiter de leur école. Ils sont plus dans la logique concours, quoi. Alors, merci Anna pour ces réponses. Et donc pour revenir un petit peu sur ta cube, selon toi, donc, qu'est-ce qui a vraiment changé fondamentalement entre ton année de carré et ta cube? Qu'est-ce qui t'a permis de tenir le coup? Parce que mine de rien, c'est une décision difficile à prendre. Et pourquoi aussi t'as cubé? Alors je vais répondre à la première partie de ta question. Déjà, pourquoi j'ai cubé? Parce que je voulais absolument intégrer une école du top 3. Mon projet professionnel tournera très très probablement autour du conseil. Et c'est vrai que les 3 parisiennes me permettront le plus de concrétiser ce projet. Ce qui a changé le plus entre ma carré et ma cube, c'est vraiment ma manière de travailler. En cube, j'ai vraiment passé mon année à travailler mes points faibles. Et c'est pas forcément agréable parce qu'on passe du coup 1 an à vraiment se battre contre soi-même. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à la cube pour faire ça. Peut-être que si vous vous en rendez compte plus tôt, c'est pas mal. Donc en première année, entre la première et la deuxième année, il faut vraiment passer l'été à réfléchir à... Presque comme si en fait vous passiez le concours. Imaginez-vous en première année que vous passiez le concours à la fin de la première année et de vous dire, ok, est-ce que j'aurais réussi ? Et si oui ou sinon, pourquoi? Et sur cette base-là, se dire, ok, qu'est-ce que je dois changer? Donc, passer vraiment son année, soit de carré, soit de cube, à essayer vraiment de cibler ses faiblesses. Ok. Enfin, c'est un avis très intéressant, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Donc toi, tu privilégies de combler d'abord les lacunes avant de parfaire les matières dans lesquelles on est déjà plutôt bon. Ah oui, totalement. De toute façon, si vous voulez viser les écoles du top 5 ou top 3, vous pouvez pas vous permettre d'avoir une note catastrophique, quoi. C'est vrai. Je trouve ça très intéressant le fait que tu dises que le top 5 et le top 3, en particulier toi, donc il y a le SCP, ça permet vraiment d'ouvrir des voies professionnelles qui sont fermées en dessous du top 5. Donc, par exemple, les métiers en finance d'entreprise ou en conseil,
qui sont quand même beaucoup plus ouvertes aux écoles du top 3, du top 5 que le reste. Et donc, est-ce que tu aurais 3 conseils vraiment primordiaux pour les préparationnaires pour vraiment se préparer au mieux au concours? Toi qui as le SCP, donc qui est un peu expert sur ce sujet-là. Oui, alors je vais répéter, mais c'est super important. Le premier, travailler ses faiblesses. C'est vraiment indispensable, sinon vraiment, c'est pas possible ou très peu probable de réussir. Le deuxième, ne pas s'isoler et travailler en groupe. C'est vraiment indispensable aussi pour moi, la coopération. Aider les autres comme recevoir de l'aide. Savoir recevoir de l'aide, c'est hyper important. Et troisième conseil, c'est plus un peu de la psychologie, mais pour moi, c'est aussi indispensable. Il faut vraiment entretenir un état d'esprit hyper positif. Par exemple, se dire « Ok, je travaille, mais il faut vraiment que je trouve du sens à mon travail. Et il ne faut pas que je me prenne la tête avec des... Par exemple, on a tous des petits problèmes personnels à gérer dans notre quotidien, mais il faut vraiment essayer de se fermer l'esprit quant à ça. Essayer vraiment de minimiser les sources de stress autres extérieures à la prépa et au concours. Et il faut vraiment se focus et se concentrer sur son propre parcours. Parce que certes, il faut la jouer collective, mais il faut aussi penser à son état psychologique. Et pour moi, vraiment rares sont les gens qui réussissent en étant dans un état psychologique un petit peu chaotique. Tu as raison de faire le point sur la santé mentale. C'est souvent une partie délaissée ou dont on ne parle pas trop en prépa, alors que c'est vraiment un facteur clé de réussite au moment du concours notamment. Ok, donc là, une question un peu plus ciblée pour les lycéens. Donc, est-ce que tu as des conseils donc, pour les personnes en première ou en terminale qui souhaitent intégrer les meilleures prépas pour se préparer au mieux, que ce soit au niveau donc, mental ou vraiment concret, les cours? Oui, pour moi, ce serait vraiment négliger aucune matière. Parce que ça va très vite de se dire « Ok, j'aime pas la physique ». Et puis, la physique du lycée, en fait, ça n'a rien à voir avec la physique en prépa. Et ce serait dommage de se fermer les portes. De même que la philo ou l'histoire, ou l'économie surtout. Pour moi, c'est vraiment se fermer aucune porte. Comme je disais pour la prépa, travailler ses faiblesses. Pareil au lycée. Faut vraiment négliger aucune matière, comme ça on s'ouvre le plus de voies possible et on a toutes ses chances sur Parcoursup. Et d'ailleurs, est-ce que toi, quand tu étais au lycée, que tu as fait le choix de la classe préparatoire, est-ce que tu étais un petit peu au courant des bonnes classes prépa, des excellentes prépas, des peut-être prépas privées, tu as peut-être pensé, ou alors tu as pris cette prépa un petit peu par défaut? J'ai fait pas mal de recherches sur les bonnes prépas. J'habitais dans la région parisienne, donc je savais que je voulais rester sur des prépas parisiennes. Mais oui, quand même, j'ai vraiment fait une liste des meilleures prépas. Et en fonction de mon niveau, de mon lycée et de mon niveau dans la classe, j'ai essayé en fait d'envisager dans laquelle prépa j'allais être la plus à même d'être acceptée. Mais je me suis pas fermé les portes et j'ai mis toutes les prépas globalement dans la mesure du possible qui étaient excellentes à Paris. Je pense que c'est très important, même si bon, on peut tout à fait réussir dans une prépa moins bien classée. C'est quand même très important de pas se fermer de porte et de mettre... toutes les chances de son côté. Toutes les chances de son Ça faut côté. vraiment le souligner parce qu'il y a beaucoup d'étudiants au lycée qui l'oublient. En fait, la prépa, c'est un facteur clé aussi de la réussite au moment du concours. Plus on monte dans le classement des prépas, quand même, plus on a de chances d'intégrer les meilleures prépas, même s'il y a des prépas moyennes en termes de classement. Meilleures écoles, pardon. Même s'il y a des prépas moyennes qui permettent d'accéder à des très bonnes écoles aussi. Merci de nous avoir écoutés. Donc, c'était Pré-Podcast par Virage Prépa. Aujourd'hui, on a accueilli Anna, donc étudiante à l'ESCP, qui a fait sa cube à Saint-Michel de Picpus. À bientôt pour un nouvel épisode.